En voilà une de carte qui est peut-être un peu étrange, mais c'est la carte d'un monde en émergence. C'est pas une carte de papier, c'est une carte de pierre. Dessus, on y voit des fossiles du bassin de l'étang, l'Oligomyocène, hein. Donc Planorbis, Céritium, Turritelle. C'est une fixation dans la pierre d'un moment donné. C'est à la fois une photo, mais c'est aussi une expression du territoire, une expression figée. On a quelque chose d'un peu différent de carte qui est à la fois une carte et qui est aussi un terrain, quoi. Une carte sur laquelle on peut rêver, hein. Marc, on est là pour parler du territoire, hein. Peut-être pour commencer sur la perception du territoire. C'est une approche très physique. C'est une approche essentiellement physique, j'allais dire, oui. C'est une approche avec le corps, puisqu'il est question de marche, et c'est une approche avec le mental, et c'est une approche avec sa sensibilité, puisqu'il ne s'agit pas simplement de marcher, il s'agit de sentir et il s'agit de voir. Donc de bien regarder autour de soi et de trouver ces petits signes, j'allais dire ce que j'appelle des signaux daimoniques, qui ouvrent des champs, des signes qui sont parfois imperceptibles, mais qui ouvrent à la fois des portes, qui ouvrent des champs à la fois dans le territoire, mais à l'intérieur de soi. Toujours un rapport entre intérieur et extérieur, entre dedans et dehors, en pensant que dans la finalité, il n'y a plus de différence entre le dedans et le dehors. C'est peut-être une histoire de territorialisation de l'être, et peut-être que territorialisation, ça ne convienne pas parce qu'il y a encore trop de contraintes dans la notion de territoire, mais je dirais un espacement de l'être, qui me paraît beaucoup plus pertinent comme terme. Quelques exemples de signaux. Alors les signaux, on est sur les traces de quelque chose. Alors ce sont des signaux qui sont à la fois donnés par la topographie. Donc là, c'est une relation entre l'homme et le territoire, quelque chose de, j'allais dire, anthropo-cosmique, pour employer les grands termes. C'est quelque chose qui va remuer un petit peu le fond de l'être. Par exemple, ça peut être une roche singulière, ça peut être une colline, la puissance d'une colline, ça peut être un paysage, ça peut être un défilé, donc quelque chose qui va interpeller profondément l'être. Et puis c'est aussi suivre des traces. Les hommes ont habité le paysage, ils nous ont précédés, et donc c'est un vestige archéologique, une pierre, un fragment de poterie. La vigne, c'est donc la maison, la famille, les enfants, un gagne-pain au départ. Un gagne-pain dont on croit avoir fait le tour assez rapidement. On se dit en 3-4 ans, on maîtrise toutes les techniques de la vigne, ça devient de la routine. Mais on s'aperçoit que bon, les techniques c'est une chose, et l'attachement à la terre, c'en est une autre.
qui va longuement mûrir et qui va faire de la vigne un deuxième paysage. C'est le rapport au temps aussi, c'est le rapport au cycle, le rapport aux saisons qui est important, le rapport à la terre. Bon, c'est certes un rapport qui est productif, mais on peut s'en détacher aussi. C'est un rapport qui est existentiel, c'est un rapport qui est physique. C'est ça qui me paraît important. Hein. Quelques spécialités là, qui restent encore dans cette vieille cave. Donc une eau-de-vie vieille, production distillerie coopérative de Sigean-Aude. Donc c'est un millésime ça, presque au sens étymologique du terme. Ensuite la Malvoisie, appellation Côte du Roussillon contrôlée, vin doux naturel. Donc tout ça, c'est des bouteilles qui avaient été offertes dans les années 50 à mon beau-père qui était gendarme du côté de Tuchan. Et l'agriculture, c'est vrai, c'est l'ordre dans le paysage, hein. C'est être jardinier du paysage, être viticulteur. Et quand on est viticulteur, l'ordre des vignes, c'est quand même quelque chose. Des vignes au cordeau, 2 mètres sur le rang, 1,10 m de souche en souche. Aujourd'hui, les vignes sont palissées, donc on est dans des champs très, très quadrillés. Et l'homme a besoin aussi de s'évader un petit peu de ces espaces qui sont trop ordonnés. Donc il y a une attirance aussi du monde sauvage, de l'espace qui se trouve à côté. Autrefois, le viticulteur arrivait à gérer un petit peu les 2 espaces par une mise en ordre des marches. On retrouve par exemple dans les vignes des Corbières, en bordure des espaces cultivés, on retrouve des zones qui sont des zones tampons entre le sauvage et le cultivé, des viticulteurs qui ont greffé du cerisier sur des arbres de garrigue, qui ont greffé du poirier aussi sur du pyrrhus, qui ont greffé donc du cerisier sur du prunus mahaleb. Et on a donc des zones de marge où sauvage et cultivé se côtoient. Ce sont des zones intermédiaires. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de faire ça. Il y a une coupure nette entre ce monde qui est livré à l'abandon, le monde des garrigues, hein, qui retourne complètement au sauvage. Il n'y a plus de bergers. C'est un espace qui est juste parcouru par les chasseurs. Et puis le monde viticole. Et le viticulteur, malheureusement, d'aujourd'hui a tendance à se refermer sur son espace. On travaille juste les vignes et puis tout le reste
est livré à l'abandon. Il semblerait que son champ d'exploitation s'arrête en bordure sur la telvère de la vigne et l'homme ne va plus au-delà. Sauf peut-être dans les corbières où le fait de pratiquer la chasse permet encore aux viticulteurs d'avoir une connaissance de ces espaces-là et d'affronter la dernière incarnation de l'espace sauvage qui est le sanglier. Je suis né en Algérie, dans un port, et ce qui m'a fasciné, bon, il y avait bien un arrière-pays comme ici, avec des chênes verts, hein, mais j'étais plutôt un enfant de la mer, et c'est ce qui m'a fasciné, quoi. Et quand on est revenu, on est arrivé en France avec mes parents dans les années 60, 64. Mes parents voulaient acheter un hôtel-restaurant comme ils avaient en Algérie. Mes parents auraient pu trouver un hôtel dans une ville, je crois que j'aurais dépéri. Les Sigeans, c'était extraordinaire, c'était la vallée du Rieu, c'était l'étang, c'était la mer. C'est vraiment quelque chose de très très important et je crois que Sigean était une chance pour moi. C'est un paysage qui est à la fois un paysage boisé, fermé, autour d'une rivière. Donc ça a été le premier territoire de l'enfance avec des cabanotes, forêts de pins, découvertes à l'intérieur de ces forêts de petits ravins, de petits coins secrets. Et puis un peu plus tard, la remontée vers la garrigue, un espace complètement dénudé, beaucoup plus hostile, entre guillemets, plus aride, ça a été une révélation. Je me suis beaucoup ennuyé pendant ma vie scolaire à l'université. Donc la manière dont la science était enseignée ne me convenait pas. Parce que c'était pas assez poétique. C'était trop rationaliste. C'était très décevant, quoi. Je me souviens en géologie, on étudiait 200 sortes d'ammonites, donc il fallait avaler des noms. Un rapport difficile avec l'université, un besoin aussi qui se faisait sentir à 20 ans de bouger, de réaliser qu'on avait passé 20 ans quand même sur les bancs des écoles. Donc à un moment donné, j'ai dit ça suffit, j'arrête tout, ça ne me convient pas. J'ai pris mon sac à dos et je suis parti en Afrique. Périple africain qui dure quelques mois dans un premier voyage. Dans le sud du Maroc, je me suis arrêté face à une pancarte. Et sur cette pancarte, il y avait marqué en gros lac Tchad, 4000 km, Tombouctou. Et soudain, j'ai réalisé toutes les possibilités de liberté, tout ce qu'on pouvait faire, quoi. J'ai eu envie de vivre ce que j'avais envie de faire. Et ça m'a rappelé donc une phrase de Raoul Vaneigem, le fameux petit traité de savoir-vivre à l'usage génération, qui disait que dans la vie, on a la possibilité qu'entre deux choix. C'était de rêver sa vie ou de vivre ses rêves. Alors j'ai décidé que de vivre mes rêves. Je lisais dans un journal que c'était donc en 1976 que le Ladakh, Tibet indien, venait d'être ouvert. Et j'étais fasciné par le Tibet. Et là, donc c'est la longue traversée de tout le Moyen-Orient en stop. La Grèce, la Turquie, l'Iran, l'Afghanistan, le Pakistan, les Indes.
grand périple vers le sud de l'Inde, Ceylan, et puis remonter ensuite vers le Bengale, et puis retour vers le nord de l'Inde. Mais malheureusement, un périple qui a duré tellement longtemps qu'une fois arrivé dans le nord, c'était de nouveau l'hiver et impossible de rentrer au Ladakh. Donc je n'ai jamais vu le Ladakh. Avec quand même à la fin du premier voyage, la rencontre avec le bouddhisme tibétain, donc le Mahayana, donc au nord de l'Inde. Le séjour dans un petit village tibétain et surtout cette grande bibliothèque dans la montagne, bibliothèque où je me rendais pratiquement tous les jours. C'était d'abord la randonnée dans le brouillard, c'était le son des trompes tibétaines, et c'était cette découverte d'une littérature, si on peut appeler ça comme ça, que je ne connaissais pas, et qui m'a fasciné. Et le fait de partir en Inde pendant plusieurs mois nous plonge dans un autre univers. Et quand on revient des Indes, on se cherche des repères. Et je me souviens, c'était donc à Istanbul, un petit peu à l'ouest d'Istanbul, en remontant le Bosphore. On quitte la ville, on pénètre dans la banlieue d'Istanbul. Et là, on redécouvre la garrigue, les pierres, le figuier, l'olivier. Et puis on réalise soudain qu'après tout ce long voyage, on est revenu chez soi. Et le chez soi, c'est le monde méditerranéen. Oui, peut-être que tous les territoires ont besoin de passeurs, je pense. Tous. Bon, celui-là, il est difficile dans la mesure où il est dépouillé. Il a été dépouillé, il y a une longue histoire qui explique le dépouillement des Corbières. Donc aujourd'hui, on se retrouve face à une ossature, un grand désert, un espace ouvert, même si il se referme par certains côtés. Et donc une lecture difficile d'un paysage qui est aride. Mais on peut aller, grâce à la nudité de ce paysage, on peut aller à son essentialité. Qu'est-ce que c'est l'essentialité de ce paysage? L'imprégnation, c'est un moment important. Des années d'imprégnation avant que les choses s'actualisent, puis une méditation autour des choses, cette méditation dont on parlait tout à l'heure, hein, qui est une démarche qui est à la fois botanique, archéologique, qui se veut la plus complète possible, mais dans le but, à un moment donné, de se laisser dépasser par le... Il n'y a pas une finalité scientifique en soi. C'est uniquement de se mettre dans un état.
Ici, on est sur l'entrée d'un petit avenne qui se transforme ensuite en grotte sépulcrale, avec un petit puits de 3-4 mètres de profondeur. Alors, autrefois, on a découvert à cet endroit-là des ossements de moutons parce que c'était un trou où les bergers avaient l'habitude de jeter les bêtes malades. Et ensuite, on a un petit plan incliné qui descend dans une toute petite salle, au fond de laquelle on a trouvé une grotte, on a trouvé une sépulture du néolithique qui a été fouillée par des clandestins. De cette sépulture, il ne reste vraiment pratiquement rien, si ce n'est quelques fragments d'ossements qui ont été rejetés sur la bordure, où on trouve effectivement des morceaux de mâchoire humaine, quelques dents, et sur les rochers derrière, des morceaux de fémur ou de tibia humains qui sont mélangés à des ossements de moutons, donc toujours ces fameuses bêtes malades qui ont été jetées. Ceux qui ont laissé le plus de traces dans le paysage, bon, ce sont probablement les bergers. Le pastoralisme existe chez nous depuis au moins 4000 ans, peut-être plus. Donc les bergers ont ouvert des espaces sur les plateaux, ont pratiqué le brûlis, des espaces de dépaissance, et un peu plus haut, bon, toute une confrérie de bûcherons, de charbonniers, de chaux-fourniers, fabricants de chaux, qui ont transformé le paysage en utilisant donc les matières premières du paysage, que sont le bois. Donc la forêt a petit à petit disparu, laissant place à la garrigue et au maquis, la pierre, dans le cas des chaux-fourniers, le grès dans le cas des verriers. Les hommes ont façonné ce paysage, ils ont été aussi façonnés par le paysage. Ce qu'on peut remarquer ici quand même, c'est qu'on a un des derniers bois, des rares bois des corbières littorales. Et c'est dans cet endroit que les derniers charbonniers ont pratiqué le charbonnage jusque dans la fin des années 50. C'était à la fois des hommes à part, oui, puisqu'ils vivaient dans les bois, mais c'était aussi, d'une certaine manière, des hommes du village, parce qu'il faut bien se rendre compte qu'autrefois on était polyvalent, et que le villageois au XIXe siècle était un peu agriculteur, il était un peu pasteur, et il était aussi charbonnier, et qu'on gagnait bien mieux sa vie au XIXe siècle en charbonnant qu'en s'occupant des travaux de la terre. Il y avait des charbonniers qui vivaient en groupe. C'est le cas des charbonniers de Roquefort dans les années 20-30 qui allaient charbonner du côté de Combnègre et qui vivaient dans des grottes ou dans des petites loges, des petites constructions qu'on retrouve dans les bois. Ils partaient pour faire une campagne de charbonnage. Bon, il y avait ceux qui revenaient, qui pratiquaient une petite campagne, c'est-à-dire qui allumaient 2-3 meules. Donc la combustion d'une meule durait à peu près une semaine, mais ils pouvaient partir plusieurs semaines. Il y a quelque chose qui me paraît intéressant. On ne fait pas de l'archéologie, c'est pas de l'archéologie pour de l'archéologie, c'est pas de la recherche du passé, c'est plutôt de sentir que toutes les époques, en quelque sorte, sont présentes dans l'actualité de l'esprit.
Oui, il y a différentes sortes de pierres. Bon, on aime peut-être déjà le matériau de la garrigue, on aime le calcaire. Et puis, bon, il y a aussi la pierre qui est travaillée par l'homme. Et l'homme interprète la pierre en lui donnant une forme, en lui donnant une fonction. Bon, ici, c'est une pierre qui a été trouvée sur le pas des Courbines à Roquefort-des-Corbières. C'est une pierre qui a été retouchée, qui a été taillée par l'homme, donc une hache d'époque néolithique. Donc déjà, donc cette hache, elle s'inscrit dans une culture du 2e, 3e millénaire avant notre ère, et même beaucoup plus ancien. Mais elle s'inscrit aussi dans la culture d'aujourd'hui, puisque les bergers, en trouvant cette pierre, réinterprètent. Pour eux, c'est plus une hachette, donc parce qu'ils ne connaissent pas la genèse de cette pierre, mais c'est une peiro de trône, donc une pierre de tonnerre ou une pierre de foudre. Pour eux, c'est la partie cristallisée de l'éclair qui va frapper le sol sous la forme de cette pierre. Donc c'est la fine pointe de la foudre, de l'éclair. Et ces pierres-là vont avoir pour les bergers pendant des siècles des vertus thérapeutiques. On va s'en servir pour protéger les troupeaux contre les esprits, contre les maladies. On va les mettre dans des bergeries pour les protéger de la foudre. Donc on est dans le cadre d'une réinterprétation. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que d'autres cultures appréhendent la pierre aussi de la même manière. Même des univers qui sont totalement éloignés géographiquement des nôtres et culturellement, comme le Tibet ou les Indes, où les pierres de foudre ont des fonctions équivalentes. Et pour nous, aujourd'hui, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, toutes les époques sont contemporaines dans l'esprit. Pour moi, du moins, ces pierres-là, c'est toujours la foudre. C'est toujours, en quelque sorte, l'illumination. C'est des pierres qu'on peut avoir sur le bureau qui aident à se concentrer pour pouvoir écrire. C'est aussi une question d'illumination. Donc, on va se servir de ces pierres-là qui ont une histoire et on va les intégrer à notre histoire. C'est ce qui me paraît intéressant. Donc, on passe de l'archéologie à ce qu'on pourrait appeler une poétique. C'est cette relation qui m'intéresse. Cette relation très étroite existant entre l'homme et le paysage et le territoire, comme si le territoire était un prolongement du corps de l'homme. Un espace, une dimension ou un territoire dans lequel l'esprit se corporalise et le corps se spiritualise. C'est le monde des théophanies et c'est le monde de la vision au sens occitane du terme. Hein, les paysans qui partaient dans la campagne croisaient des faits, croisaient des personnages extraordinaires. Est-ce que c'est des personnages qui sont purement inventés? Moi, je ne le pense pas. Je pense que c'est vraiment une expérience profonde de toutes ces populations-là. Et je pense que les ethnographes devraient prendre avec beaucoup plus de sérieux et de discernement cette connaissance qui nous est amenée par des gens simples, en considérant que c'est une véritable expérience qu'ils ont eue. Comment peut-on analyser ça? C'est une autre affaire. Mais ils étaient probablement dans ce mundus imaginalis qui est le monde des poètes. Tout raconte une histoire. Ce sont ces petits signaux daimoniques, dont on parlait tout à l'heure, qui ouvrent des champs. Et qui permettent aussi de faire ce que ne faisait pas le berger, puisqu'il vivait dans un monde fermé, le monde de la tradition. Aujourd'hui, tout est en communication dans le monde, donc ça permet aussi d'unifier un petit peu sa vie, d'unifier ses voyages, d'unifier l'Orient et l'Occident, non pas dans un sens l'Orient de se convertir à une quelconque religion, le bouddhisme ou l'hindouisme, pas du tout, hein, mais dans le sens où l'Orient
nous a rouvert des pistes qui s'étaient fermées en Occident depuis des siècles, et qu'en fait, cet Orient-là nous permet, d'une certaine manière, de redécouvrir l'Orient de l'Occident, nous orienter au sens fort du terme. On vit dans des espaces très encombrés, que ce soit l'espace de la ville, évidemment, mais quand on dit espace, c'est espace intérieur aussi. Marcher permet de sortir de l'enfermement. Cumbo della Camice. Un vent froid remonte les clinques. Le ciel est un couvercle gris, une oppression de pesadille. Dans la lumière terne de midi, le 7 octobre, un mercredi, rien à exprimer. Marcher.